Il y a un beau monde, place Dauphin. Le voilà. Bonjour maître. Je vais bien et vous? Comment vous vous sentez? Ils n'ont pas été rentrés? Non, pas encore. Par où est-ce que vous allez passer? Par là? Bonjour. Bonjour. C'est mieux par là, monsieur. Passez par là, c'est mieux. Merci à vous d'être là. On va prendre la parole après. On va demander le renvoi. Après l'audience, je vous remercie d'être là, j'espère que vous pourrez tous rentrer. On a demandé le renvoi parce qu'on considère que les conditions de tenue de l'audience ne sont pas acceptables, que cette mesure d'interdiction de la préfecture de police montre à quel point elle a peur de nous. Parce que convoquer une audience en plein milieu de l'été au sujet d'une enveloppe noire et d'autres villes baisées pour essayer d'éliminer un avocat et en plus faire interdire un rassemblement pacifique qui vise à soutenir, c'est assez révélateur. Et que le tribunal administratif de Paris ait commis une forfaiture en refusant d'annuler cette mesure d'interdiction de la préfecture sans même tenir d'audience, en quelques heures, par une présidente qui vient d'être promue à la cour administrative d'appel, cela dit beaucoup de l'état de la justice de notre pays. Donc je vous attends ici dès la fin de l'audience pour ceux qui n'auront pas pu rentrer. Et j'espère que vous serez aussi nombreux que possible pour nous accompagner. Merci beaucoup. Excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi. Je voudrais vous remercier tous de vous être rendus en plein été soutenir un homme qui ne le mérite peut-être pas, mais une robe qui, elle, avait besoin de vous. C'est un moment historique parce que c'est peut-être la première fois dans l'histoire du barreau où le ministre de la Justice, alors ministre de l'Intérieur, le premier président de la Cour d'appel de Paris, le président du tribunal judiciaire et le parquet général se sont réunis pour demander la radiation d'un avocat et son interdiction d'exercer. Ils l'ont fait pour des motifs si futiles qu'il pourrait paraître délirant de les énoncer. Avoir utilisé une enveloppe noire dans une correspondance avec un magistrat. Avoir fait poursuivre un magistrat pour un faux qui a été reconnu depuis et qui a amené à son éviction du parquet de Paris. Avoir défendu un homme, Kémy Séba, à qui on imposait une procédure de retrait de nationalité pour la première fois en 50 ans, avec une disposition qui avait été adoptée dans l'entre-deux-guerres pour les raisons que vous imaginez. Et avoir dans des écritures, devant le Conseil d'État, normalement protégés et assurant l'immunité à ceux qui les écrivent, parce qu'ils les écrivent au nom des personnes qu'ils défendent, et non pour exprimer leurs opinions, leurs idées, avoir dans ces écritures auprès du Conseil d'État rappelé que cette décision
Et cette initiative prise par Gérald Darmanin avait évidemment une inscription dans l'édifice colonial républicain et visait cet homme parce qu'il était noir et alors qu'il était né en France de parents français, était considéré que parce qu'il défendait des idées qui ne plaisaient pas à la présidence de la République et parce qu'il s'était opposé à la guerre dans laquelle M. Macron voulait nous emporter au Niger, que nous avons évité, notamment grâce à lui, qu'il ne méritait plus de porter la nationalité française. Et c'était cet acte d'une violence extraordinaire que nous avons dénoncé dans ses écritures m'a valu une plainte pénale de Gérald Darmanin et une saisine du bâtonnier qui, sans enquête déontologique préalable, a décidé de me traîner devant mes pairs pour me faire juger. Enfin, l'enveloppe noire, on en a parlé, les poursuites, ses écritures et un tweet. Un tweet dans lequel j'expliquais que les précédentes procédures avaient été enclenchées à l'initiative du président du tribunal judiciaire, ce qui était factuellement vrai, et qu'il avait demandé ma tête au bâtonnier, faute de quoi, disait-il, faute de quoi, les relations entre le barreau et le tribunal judiciaire seraient rompues. Et là encore, dans un courrier auquel nous avons eu accès, inédit de par sa violence et de par son intromission grave dans le libre exercice de la défense et des droits des avocats, une violence qui, parce qu'elle était dénoncée, me valait un courrier du président du tribunal judiciaire à nouveau et du premier président de la cour d'appel pour enclencher ces poursuites. Donc aujourd'hui en France, lorsque l'on se défend d'avoir été injustement poursuivi, on se fait à nouveau poursuivre. Aucun de ces actes pour lesquels je suis poursuivi n'a d'autre raison d'être que d'avoir exercé en tant que citoyen et en tant qu'avocat mes droits, et strictement mes droits. Et pour cela, on me veut abattu. Et en réalité, vous le savez parfaitement, l'objectif c'est, à travers moi, à travers cette procédure, de vous intimider, vous, et de faire tomber un des remparts qui cherche à vous protéger de la violence et l'arbitraire de l'État. Et la meilleure illustration de cela est évidemment cette décision qui a été prise hier à 21h30 par la préfecture de police de Paris, qui a été validée par le tribunal administratif de Paris, ce matin en catimini et sans audience, consistant à interdire ce rassemblement dont ils avaient peur, alors même qu'ils avaient convoqué cette audience déjà en plein été, dans l'espoir qu'elle permette une sanction et une radiation discrète. Nous sommes donc venus avec mes confrères que je remercie de leur soutien, parce que ce n'est pas évident, avec le soutien en particulier de ma consoeur Cassandra Place, qui a porté devant le tribunal administratif de Paris ce recours, ce référé liberté, qui a été honteusement rejeté en quelques heures de façon silencieuse par ce magistrat seul, qui n'a même pas siégé avec d'autres des siens. Eh bien, nous sommes venus leur demander évidemment un renvoi, parce que nous n'acceptions pas que cette audience se tienne en ces conditions, avec une atteinte évidente à la publicité, mais aussi tout simplement à la liberté de réunion, et que l'on voyait parfaitement le manège qui était en train d'être mis en œuvre. Je ne reviendrai pas sur les conditions qui ont amené ce bâtonnier, pour la première fois, celui-ci en particulier, à se prêter à ce jeu, à participer à ces manœuvres, avec la complicité d'un certain nombre de personnes, avec des rapports que nous avons déjà établis, avec notamment Xavier Niel, avec qui il s'est montré en proximité de façon répétée, malgré sa condamnation pénale, malgré son passé de proxénétisme. Eh bien, nous nous sommes retrouvés entre ses mains et nous dénonçons le fait qu'il soit responsable de cette situation, conjointement avec ces autorités qui ont décidé à un moment donné de couper la tête d'une personne qui, pour des raisons évidemment explicables, commençait à les gêner. Cela m'inquiète. Cela m'inquiète parce que cela dit quelque chose de l'état d'une justice dont nous percevons tous au quotidien les défaillances et le fonctionnement. Que toutes ces sommités aient le temps et considèrent pertinent de dévouer de telles ressources pour essayer d'écraser un homme porteur d'une robe, plutôt que d'essayer de réparer un pays qui ne va pas dans l'état où il devrait être, plutôt que d'essayer de continuer et d'accroître les poursuites qui devraient être menées contre ceux qui prennent des décisions insupportables, que ce soit en termes de violence policière, de violence politique, que ce soit en termes de corruption, que ce soit en termes de corruption de notre propre édifice judiciaire, est particulièrement révélateur. Et qu'ils en soient à le faire de façon si éhontée, sur des prétextes aussi ridicules, après avoir tout tenté ces dernières années, après avoir mené à mon encontre des instructions criminelles, délictuelles, enclenché plus de 43 procédures qui aujourd'hui ont tout échoué, devrait nous inquiéter collectivement. L'absence de la presse institutionnelle, le fait qu'à aucun moment
des faits aussi graves ait fait l'objet d'une quelconque couverture médiatique, d'une quelconque interrogation de la part de nos journalistes à l'égard de ce qui était en train de se jouer au sein de nos institutions, à l'égard de ce qui était en train de se jouer non seulement autour de ma personne, mais des causes que l'on défend, et la possibilité que nous leur faisions peur parce que nous voyons ici la diversité des causes qui sont représentées. Du panafricanisme aux gilets jaunes. Des personnes qui se sont battues dans le convoi des libertés sur les mesures sanitaires, jusqu'à des confrères qui ont une pratique non politique du droit, mais qui considèrent que parce que il est nécessaire dans un système démocratique qu'on l'autorise, qu'il doit se présenter à nos côtés. C'est cela qui leur fait peur. C'est le fait qu'en toutes ces années de persécution, il n'ait pas réussi à nous marginaliser et que nous soyons de façon croissante de plus en plus nombreux. C'est pour cela et pour cela seul que vous avez été interdit. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que vous avez été interdit. On a voulu vous empêcher de venir ici. On a essayé de vous déporter de l'autre côté, loin de l'événement qui devait se tenir pour qu'on ne vous voie pas, pour qu'on ne vous entende pas et pour qu'on ne perçoive pas qu'y compris le 16 juillet, sans aucun moyen particulier, nous étions capables de nous regrouper pour dénoncer ce qui s'est passé, pour faire corps et pour se montrer en solidarité. Alors il m'apparaît fondamental que vous reveniez, que vous fassiez cet effort que je conçois important. Je sais qu'il y a près de 80 personnes ici qui sont venues du reste de la France, qui se sont mobilisées alors même qu'on leur avait dit que cette manifestation serait interdite, pour s'assurer qu'ils ne viennent pas. Je souhaiterais et je vous demande de revenir pour l'audience au fond qui a été planifiée sur une journée entière. Ils veulent passer une journée entière sur un tweet, une enveloppe, la commission d'info par un magistrat qui a été acquise. Et quel est le dernier motif? J'ai déjà oublié, et évidemment, la défense d'un homme devant le Conseil d'État. Ils veulent passer une journée. Eh bien, on va passer cette journée. On a demandé et obtenu qu'un magistrat professionnel préside à cette audience, qu'il n'y ait pas un entre-soi entre des membres de l'ordre qui, pour des raisons plus ou moins avouables, pourraient s'être organisés pour orienter la décision dans un sens ou dans l'autre. J'espère que vous serez là, j'espère que vous serez, non pour moi, mais pour les causes que l'on défend, et la possibilité de ne pas être intimidé, de s'assurer que demain, d'autres personnes prendront le relais. Car je ne suis rien, comme le dirait un certain président de la République, je ne suis rien si ce n'est autre chose que vous. Je suis quelqu'un qui, à un moment donné, dans ce pays, a essayé d'éviter son effondrement et s'est battu en dénonçant un certain nombre de vérités et s'est élevé en protection de ceux qui prenaient ce risque parce que c'est devenu un risque aujourd'hui. Et il faut absolument que nous traversions et que nous transmettions ce message à tous ceux qui nous écoutent. N'ayez pas peur, nous pouvons, y compris dans des conditions exceptionnelles d'interdiction de manifestation, nous réunir parce qu'ils n'osent pas. Parce que quand ils nous voient, ils n'osent pas aller plus loin. Ils n'osent pas faire ce qu'ils ont fait il y a quelques années avec les Gilets jaunes, ce qu'ils ont fait par la suite avec tous les mouvements sociaux, parce qu'ils savent le danger qu'il y aurait à atteindre à vos corps, s'ils savent le danger qu'il y aurait à passer la ligne jaune. Donc je vous demande d'avoir ce courage une nouvelle fois, de venir à nouveau nous soutenir et de s'organiser, parce que c'est très important, et je finirai là-dessus, il faut que l'on s'organise pour se protéger. Les aventures solitaires, martyrologiques, qui nous feraient assimiler une forme de Christ suicidaire ou sacrificiel, ce n'est pas possible ni pour vous, ni pour moi. Il faut qu'on l'on fasse bloc et que l'on s'assure que plus jamais l'un d'entre nous se retrouve seul lorsqu'il cherche à défendre des idées, lorsqu'il cherche à défendre l'intérêt général. Donc encore une fois, mon émotion de vous voir ici présent malgré toutes les difficultés, de voir des visages connus, de voir le syndicat des Gilets jaunes qui a déclaré cette manifestation, que l'on défend devant la Cour européenne des droits de l'homme, de voir mes confrères qui ont fait ce déplacement, et je nous espère encore plus nombreux le 15 octobre, si j'ai bien compris, à 9h30, le 15 octobre à 9h30, devant ce palais, devant cette audience, venez, parce que si vous nous laissez seuls ce jour-là, ils l'interpréteront de façon à s'assurer à ce que la sentence soit définitive. Merci à tous. Est-ce que vous pensez que c'est lié à votre engagement par rapport aux victimes palestiniennes? Évidemment, ça joue. Évidemment que c'est pas exclusivement lié à ça, mais évidemment, on est 10 dans le monde. Vous êtes l'un des seuls avocats à s'être engagé. Donc, 10 dans le monde. Ils ont intérêt à nous cibler. Je vais vous demander, juste pour savoir par rapport à votre investissement auprès de la CPI sur les victimes palestiniennes, si vous êtes radié en octobre prochain, qu'est-ce que vous pourrez faire pour la suite de cette procédure? Si on est radié, on ne pourra rien faire. C'est la définition de... Mais il y aura encore des confrères qui seront à la procédure, mais ça évidemment impactera. Il y aura des voix de Gaza notamment qui seront moins entendues. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres avocats comme vous qui pourront prendre le relais? Ils pourraient. Enfin, le fait qu'on soit que 10, moi ça me pose question quand même.
Qu'est-ce qui fait qu'on est si peu nombreux alors que théoriquement il y en a qui savent pas comment faire. En fait, oui, moi je suis en contact avec des gens directement sur le terrain, ce qui est assez rare parce que c'est des gens qui ont le courage, alors qu'ils sont sous les bombes et ainsi de suite, de se constituer dans une procédure extraordinairement sensible pour l'État d'Israël, et donc qui fait qu'ils pourraient être visés au surplus. Mais en réalité, il faut faire cet effort en fait, de mise en lien avec eux, d'engagement et de représentation. Mais il faut du courage, il faut du temps. Il n'y a pas d'argent à gagner. Si vous êtes suffisamment soutenu, vous pensez que vous pourrez passer outre cette radiation? Mais je pense qu'ils n'oseront pas. Je pense ça me semble aberrant que sur des motifs comme celui-ci, ils procèdent à ma radiation. Ça me semble indécent. Pour des raisons qui m'échappent un peu, visiblement la préfecture de police qui est juste là et l'entrée principale de la cour d'appel de Paris sont moins en danger que les joueurs de pétanque de la place Dauphine. En réalité, on voit bien que l'objectif à travers cet arrêté d'interdiction, c'était simplement d'empêcher qu'il y ait une trop grande mobilisation au cours de l'audience et que les personnes qui étaient censées prendre la décision me concernant n'entendent pas trop les rumeurs d'une rue qui aurait pu les inquiéter ou leur faire comprendre que je n'étais pas seul. Et donc, ça ne les dérangeait pas qu'on se retrouve, pour peu que ce ne soit pas visible et pour peu que ce n'ait pas de sens directement à l'égard de ce à quoi on était confronté. Donc, nous voilà ici, sans risque d'amende, de matraque ou de gaz, pour vous remercier une nouvelle fois et pour vous dire que on est dans une période où nous sommes face à un pouvoir si décadent qu'il est prêt à agiter les spectres de la guerre pour essayer de se maintenir en place et, à défaut de pouvoir se faire aimer, à travers la crainte, nous dominer, nous écraser et s'assurer de sa perpétuation. Et donc c'est des moments où ce sont des vies qui sont en jeu. Et tout à l'heure, quelqu'un me demandait si mon engagement en tant qu'avocat de victimes palestiniennes à la CPI, nous ne sommes que 10 dans le monde à le faire, tous faisant l'objet évidemment de menaces plus ou moins voilées. Je vous rappelle que le procureur et les juges de la CPI qui s'occupent de l'affaire palestinienne font l'objet de poursuites et de sanctions de la part des États-Unis. Certains ont même démissionné invoquant des raisons de santé, c'est dire le courage que ces gens ont dès le moment que les choses se corsent un peu. Le conflit palestinien fait partie, en fait, des raisons de cette situation, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul parce qu'en réalité, on est dans un monde où les injustices s'accumulent et des personnes comme moi, avec bien des confrères et des personnes engagées, se retrouvent avec les bras trop courts par rapport à la charge que l'on doit porter pour essayer de compenser ces violences. Alors parfois, on y arrive au Sénégal avec la libération de 1600 prisonniers politiques, quoi qu'on puisse penser de ce qui s'est déroulé depuis, avec la protection d'un certain nombre de dissidents, de citoyens en France, à l'étranger, du Bénin jusqu'à évidemment les tréfonds de notre beau pays où nous sommes allés défendre des citoyens dont je retrouve ici certains qui faisaient l'objet de poursuites politiques. J'ai vu Valérie Minet qui était ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de Valérie Minet, à Saint-Omer, poursuivie, arrêtée à 6 h du matin parce qu'elle avait fait un post traitant d'ordure notre président de la République, placé en garde à vue, faisant l'objet de poursuites illégales. Nous avons... alors pourquoi est-ce qu'on fait peur? C'est pas seulement parce que la procédure saute après qu'on intervienne, mais c'est parce qu'on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là, et ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai porté plainte contre les procureurs qui avaient pris cette décision, contre les officiers de police judiciaire qui l'avaient validée. Et il y a des poursuites en cours. Il y a des poursuites en cours contre ces magistrats, contre ces fonctionnaires qui ont, à travers Valérie Minet par exemple, je ne sais pas si elle est encore là, mais ça serait bien qu'elle vienne. Mais Valérie peut-être nous dire un mot à ce sujet. On a découvert pendant cette procédure, et c'est pour ça peut-être que les avocats sont des points sensibles sur lesquels ils essayent d'appuyer pour les étouffer. La procédure nous a permis de découvrir qu'en réalité elle faisait l'objet de poursuites parce qu'ils voulaient éviter que le mouvement des retraites contre la réforme des retraites prenne trop d'ampleur et qu'ils avaient ciblé les membres des mouvements sociaux qui avaient participé aux mouvements sociaux précédents. En l'occurrence, Valérie était une figure des Gilets jaunes. Ils l'avaient ciblé volontairement pour essayer d'éteindre le mouvement social avant qu'il naisse. Et donc quand vous vous retrouvez dans une situation où un magistrat fait usage des pouvoirs que lui donne le peuple, qu'il est censé utiliser en défense du peuple français, pour intimider, en faisant exemple à travers une citoyenne, en prenant prétexte d'un post Facebook pour la poursuivre, on voit bien que l'enjeu dépasse à la fois le cas personnel de Valérie Minet et plus généralement celui du mouvement qui ponctuellement va être ciblé. Donc la question palestinienne, la question des politiques sanitaires, la question
des Gilets jaunes, la question du Sénégal, la question aujourd'hui du Congo, de tant d'autres affaires, en fait, c'est un même ensemble qu'il faut qu'on réussisse à relier. Et pourquoi est-ce que la presse et les médias ne cherchent et ne cessent de tenter à créer des fractures et des divisions au sein de notre peuple? C'est pour s'assurer que cette coagulation n'intervienne pas, qu'on reste suffisamment isolé et fragmenté, et qu'en conséquence, il ne se voit pas tout simplement démolir par la puissance citoyenne qui se mettrait en branle dans la foulée. Et donc c'est à nous de tisser les liens, pas pour instrumentaliser les causes, pas pour humilier, pas pour se distinguer, pas pour se faire beau, mais au contraire de façon aussi souterraine que possible pour faire que des gens se rencontrent, qui se rendent compte qu'ils sont similaires, qui font face aux mêmes difficultés, aux mêmes problématiques, et qui commencent à se parler plutôt que se détester par écran interposé. Cette force-là, en fait, et ce qu'on tente de porter aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez unique et qui leur fait, en l'occurrence, vraiment, vraiment peur. Et donc c'est très, très important, là encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais la diversité des personnes qui sont ici et des raisons pour lesquelles elles sont ici, le fait qu'on me pose des questions sur des causes et des engagements si différents, ça c'est une puissance dont vous n'imaginez même pas l'ampleur. Et la violence qui va se répercuter contre moi dans un premier temps, et puis si ça ne marche pas contre ces causes-là, par ricochet, évidemment, sera à la hauteur. Et il s'agit pour nous d'être non seulement solidaires, mais de préparer l'après. C'est pour ça qu'on a créé ce mouvement des ruches qui consiste en fait à se former, à se préparer à ce qu'un incident puisse arriver. Parce qu'un incident peut arriver de tout ordre. On peut vous piéger, on peut vous faire tomber, il peut vous arriver quelque chose et on ne peut pas dépendre d'une seule personne. Ce mode de fonctionnement qui est celui de nos ennemis, de nos adversaires, n'est pas acceptable, n'est pas tenable, n'est pas viable sur la durée sans mécanisme de corruption et ainsi de suite. Et donc, nous avons une responsabilité collective. Nous devons faire corps et nous devons nous préparer à provoquer cette bascule. Et ce genre d'événement doit permettre que l'on se rencontre, que l'on se voit, que l'on se parle, que l'on découvre dans nos diversités des atouts que chacun peut avoir. Il y a des charpentiers, il y a des intellectuels, des juristes, il y a des citoyens journalistes, il y a des personnes en fait qui chacune peut s'embrancher et commencer à construire des collectifs qui vivent en dehors de leur système de pouvoir et qui puissent, le moment venu, si nous avons la chance et le miracle de reconnaître un mouvement comme celui des Gilets jaunes, eh bien cette fois peut-être de provoquer cette bascule dont nous avons été si près et qui a fini par manquer. Donc préparons-nous consciencieusement, ayons conscience aussi que c'est une affaire d'années. Ayons conscience que la politique de l'impulsion, qui est stimulée notamment par les réseaux sociaux, par les médias et ainsi de suite, est un piège dans lequel il nous précipite et qu'il va falloir qu'on mûrisse, qu'on prenne notre mal en patience, qu'on prenne soin de ceux qui sont en souffrance immédiate et qui ont besoin d'une attention, qui ont besoin de sortir des pièges et des étaux dans lesquels la société et son fonctionnement les ont placés, mais qu'il faut qu'on comprenne que ça prend du temps. Ça prend du temps non seulement de les faire tomber, mais de s'assurer que lorsqu'ils tombent, d'autres ne prennent pas la place pour répéter ce que nous avons subi. Et la seule façon de l'éviter, c'est de s'engager collectivement et de réfléchir au rôle que l'on aura chacun d'entre nous à jouer dans la société de demain. Et de faire des efforts pour, à côté de notre travail, à côté de notre vie familiale, à côté de notre vie sociale, commencer à réfléchir à la fonction et à ce qu'il nous faudra, nous, comme effort, mettre en œuvre pour arriver à être à la hauteur des espérances que nous aurons eues à l'égard de ce changement. Parce que si on provoque simplement une bascule, et une des situations que j'ai citées tout à l'heure est dans la situation actuelle, sans préparer l'après, en espérant simplement que de nouveaux maîtres viennent tout changer à notre place et que notre esprit critique suffise à leur donner un support pour qu'ils agissent de la sorte, eh bien nous allons tomber. Nous allons tomber dans des mains avariées qui vont se voir corrompues, qui vont se voir appropriées par des personnes qui, elles, au sein du Petit Paris notamment, ont des stratégies de captation des ressources et du pouvoir. Et nous allons nous retrouver dans une perpétuation de l'existant. Et donc cette responsabilisation collective, ce travail de formation, d'engagement, il est fondamental et il est maintenant l'objectif premier. Parce que le 15 octobre, je serai peut-être radié. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait parmi vous des futurs avocats, des élèves avocats, qui prennent le relais, si cela venait à arriver. Qui aient suffisamment bu à la source de cet engagement et de ceux qui m'avaient nourri avant moi, pour que le fait qu'une personne tombe ne suffisent pas à faire s'effondrer un pan de notre lutte. Ça, c'est un aspect fondamental. Essayer de sauver ceux qui peuvent l'être, mais surtout s'assurer de la survie, de l'effort collectif que nous avons mis en œuvre. Parce que nous avons tous des fragilités, et il y a toujours la possibilité de tomber dans un piège. Pour intelligent que l'on puisse être, il y a toujours la possibilité à un moment donné de ne plus avoir la force de continuer à tenir. Et parmi nous, il y en a qui ont connu cette situation, il y en a qui l'ont
qui ont réussi à la surpasser. Il y en a qui, au contraire, sont encore pleins d'énergie, d'innocence, de naïveté. Il faut les y préparer aux chocs qu'ils vont connaître, à la violence que nous avons connue jusqu'ici, pour qu'ils ne s'effondrent pas à la première occasion, mais pour s'assurer que demain, ils puissent, encore une fois, se retrouver à nos côtés et éventuellement nous substituer. Donc j'aimerais donner la parole à Valérie Minet. J'aimerais aussi donner la parole à tous ceux qui avaient prévu de dire quelques mots pour vous remercier d'être là, mais surtout pour expliquer pourquoi ils sont venus. C'est particulièrement important pour moi. Donc moi je remercie tout le monde qui s'est présenté aujourd'hui pour justement soutenir Maître Branco, sachant que Maître Branco m'a défendu. Alors un petit rappel de l'histoire, je suis la dame des Hauts-de-France qui avait sur les réseaux sociaux insulté notre cher président d'ordure, chose qui ne se fait pas. On est venu m'interpeller chez moi au matin pour 8 heures de garde à vue et ensuite déféré au parquet directement. Je n'ai jamais eu de condamnation. Par contre, j'ai toujours défendu depuis des années les sans-papiers, également les sans-logement. Et aujourd'hui, je travaille dans le logement social. Et c'est une continuité justement de ce qui a fait mon parcours. Donc d'autre part, j'ai été aussi gilet jaune. J'ai déclaré des manifestations gilet jaune. J'ai été également anti-pass. J'ai pas dit anti-vaccin, anti-pass, pass obligatoire. Et j'ai manifesté aussi contre la réforme des retraites. Chose qui m'a valu justement qu'on m'interpelle. Parce que justement, on veut faire taire les citoyens qui sortent du lot. Et ça, aujourd'hui, ce sera encore pire aujourd'hui qu'il y a 2 ans où mon procès justement a eu lieu. Donc, quand je témoigne pas pour faire peur aux gens. Je témoigne surtout pour dire, je suis encore là, je suis toujours debout et je continue toujours le combat. Voilà. Qu'est-ce qui avait prévu de prendre la parole après Valérie? Moi, c'est pour une question. On avait toute une série de prises de parole prévues, mais l'organisation est un peu amateur. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes la ruche hyperactive 34 et nous sommes ici pour d'abord soutenir Juan, mais aussi pour témoigner d'une situation dans l'Hérault qui est quand même assez désastreuse, puisque nous avons la joie, l'honneur et le privilège d'avoir pour préfet Monsieur François-Xavier Loche, ancien directeur de cabinet d'Emmanuel Macron en 2017. Et que ce monsieur régulièrement interdit les manifestations par des arrêtés totalement arbitraires, voire abusifs, et que ce monsieur, j'ai eu la chance et l'honneur au tribunal administratif de défendre un référé liberté, et il faut savoir qu'à chaque fois et systématiquement, le préfet, la préfecture, l'appareil de pouvoir perd face à nos référés liberté, et il est très important de savoir non pas parce que nous sommes extraordinairement bons, mais parce qu'ils sont, eux, extraordinairement mauvais, à tel point qu'ils ne peuvent pas définir, ne serait-ce qu'un principe légal, en disant que ce sont des arrêtés d'interdiction préventifs. Évidemment, vous imaginez la tête du juge, puisque ce terme légalement n'existe pas. Donc j'ai été missionnée par la ruche 34 à lire une déclaration et un texte que nous avons écrit tous ensemble et revu. Bravo! Donc la ruche 34 vous apporte son salut citoyen. Aujourd'hui, tous réunis pour soutenir Maître Branco, nous sommes inquiets. Inquiets de constater que depuis 2018, le mouvement des Gilets jaunes, la répression, s'abat sur les opposants politiques, les manifestants, les militants en tout genre et aujourd'hui les avocats. Dans des démarches toutes plus ubuesques les unes que les autres, voire arbitraires, nous voyons encore une fois l'instrumentalisation de la justice bras armé du politique. Une situation inédite en droit, avec une procédure qui touche, selon estimation, tenez-vous bien, moins de 1% des avocats sur le seul barreau de Paris.
Une procédure à l'encontre de Juan Branco qui d'ordinaire touche à des faits extrêmement graves et répétés comme des détournements de fonds, des abus de confiance et des fraudes en tout genre commises par des avocats. Une procédure qui, pour des faits similaires en ce qui concerne le dévoilement du secret de l'instruction, n'a d'habitude aucune pareille sanction. Ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un homme qui a défendu son honneur et son intégrité dans l'espace public, en exposant l'ensemble des éléments d'une accusation portée au nu par une grande partie du système médiatique traditionnel qui ne se pose pas trop de questions et qui régulièrement oublie un principe fondamental en droit pénal, le principe de la présomption d'innocence. Des médias traditionnels donc, qui ont entretenu un ciblage à coups de sous-entendus fallacieux et opportunistes. Nous saluons au passage Off Investigation pour avoir appuyé via un travail d'enquête, en dehors des éléments exposés comme tels sans parti pris, l'infamie d'une accusation de mort sociale qui est le viol et qui est en passe d'aboutir sur un non-lieu. Il s'agit d'une enveloppe noire et dorée mise en noir et blanc dans le dossier de l'instruction pour pouvoir apparaître comme hostile et inquiétante, signant par la toute l'instrumentalisation qui est en cours. Il s'agit d'écriture au Conseil d'État basée sur des arguments et des connaissances historiques apparemment insupportables à connaître encore aujourd'hui. Il s'agit d'avoir révélé des choses exactes mais qui à chaque fois ont dérangé. Aujourd'hui, la frontière des séparations des pouvoirs s'amenuise de jour en jour, médias tenus par quelques-uns les plus riches, journalistes de propagande ou au contraire muselés, des violences politiques, des violences policières, interdiction de manifestations au prétexte fallacieux, tout cela mettant en danger nos droits fondamentaux, nos libertés publiques, empêchant ainsi le pouvoir de vivre, je tourne la page, le pouvoir d'autonomisation et d'émancipation des êtres, et notamment du peuple français. Aujourd'hui, à travers Juan Branco, au-delà de l'homme, ce sont bien les droits de l'homme qui sont attaqués. C'est le droit à la défense, à travers celui qui permet, au nom de la fraternité entre les peuples, d'internationaliser la lutte du peuple sénégalais, de défendre les plus démunis des gilets jaunes, des plus fragiles, face à l'appareil de pouvoir, aux nombreuses victoires juridiques qui est remis en question et menacé. Rappelons qu'il est aussi l'un des seuls parmi les 10 avocats dans le monde à défendre des victimes palestiniennes à la CPI, là où chaque jour la communauté internationale, dont l'exécutif français, fait fi du droit international. Ne nous y trompons pas, toutes ces tentatives de bâillonner, de faire taire les voix de la résistance à un système déliquescent qui se meurt et qui tente désespérément de survivre, n'auront pour conséquence que de les faire grandir, de les faire s'unir autour d'un même cri, celui de la liberté, de la démocratie, de la paix et enfin de notre souveraineté. Rappelons aussi que c'est par notre élan d'unité, de solidarité, au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté d'expression, valeurs d'humanité qui ont permis sa libération des geôles du pouvoir de l'ancien président Macky Sall. Continuons de le soutenir avec cette même détermination pour ses combats, pour nos combats. Les cycles ont une fin, ce pouvoir en aura une, comme c'est le cas depuis la nuit des temps. Alors, dans le processus révolutionnaire que nous vivons, incarnons d'ores et déjà ce nouveau paradigme de beauté, de solidarité, d'humanité. À Juan Branco pour tenir bon, à nous pour ne pas plier, seule la lutte libère. Merci beaucoup. Merci. La départementale, véritable cellule de vie citoyenne, organise des débats publics et des actions sur le terrain. Elles permettent à chaque citoyen de proposer, de discuter et d'agir pour la défense de nos droits. Nous vous invitons donc tous à rejoindre le mouvement pour que triomphe la justice. Merci. On va avoir une autre prise de parole et c'est le syndicat des Gilets jaunes qui va le faire. Remercions-les beaucoup parce que c'est eux qui ont fait la déclaration et ils sont restés sur le qui-vive pendant un long moment pour qu'on puisse avoir cette mobilisation. Bon, in fine, on n'est pas au lieu. Merci. Oui, juste un petit mot. Merci à tout le monde et puis merci parce qu'on a travaillé sur plusieurs dossiers. Voilà, donc c'était normal que notre avocat qui nous a soutenus, tous les Gilets jaunes, qu'on vienne le soutenir également. Et donc on continue à travailler ensemble. Et voilà, le syndicat des Gilets jaunes se bat vraiment au cœur du monde du travail pour défendre les idées des Gilets jaunes. Donc on a vraiment un site internet qui montre vraiment tous les moyens que nous mettons en œuvre pour faire une réelle opposition à tout ce qui nous opprime. Donc le syndicat des Gilets jaunes s'inscrit complètement dans ce mouvement populaire, citoyen, pour la liberté de chacun. Voilà.
Je vais peut-être vous dire un dernier mot pour pas vous ennuyer. On est dans une situation où, en fait, avec les Gilets jaunes, on a découvert que toutes les structures qui existaient jusqu'ici, qu'elles soient partisanes, syndicales et ainsi de suite, avaient quelque chose qui était en train de s'effondrer et qu'elles n'étaient plus en mesure de nous protéger comme elles l'avaient fait peut-être dans d'autres temps, au point où nous avons été abandonnés, vous vous souvenez, au début des Gilets jaunes, par les syndicats qui avaient convoqué des appels à mobilisation, notamment des routiers, et qui avaient été rétractés après des négociations avec le pouvoir. Et donc c'est sur le fondement de cette trahison qu'on a découvert tout d'abord la solitude de la lutte et les difficultés que ça générait. Parce qu'on a découvert qu'on était du bétail à abattre. C'est-à-dire qu'on pouvait nous tirer dessus, on pouvait nous mutiler, on pouvait utiliser des gaz, des interdictions diverses, des procédures toutes plus insensées les unes que les autres pour nous inhiber. Et donc à partir de là, a commencé à naître une réflexion sur comment refaire corps, recréer des structures de soutien pour des citoyens normaux qui n'avaient pas d'intérêt particulier à participer au système, qui ne cherchaient pas un poste, qui ne cherchaient pas un salaire, qui ne cherchaient pas une reconnaissance sociale, des décorations et ainsi de suite. Et donc, ce mouvement a eu quelque chose de merveilleux parce qu'on n'avait rien à y gagner en réalité. On a retrouvé ceux qui d'entre nous avaient une sincérité dans leur engagement. Pas ceux qui viennent récupérer, piller, essayer de se construire à partir de là. On a vu ceux qui étaient prêts au sacrifice, ceux qui étaient prêts à tout perdre pour se retrouver à un moment donné en défense de l'intérêt général et du peuple français en particulier. Et donc maintenant, en fait, ça peut sembler très long et ça peut sembler désespérant de ne pas obtenir des résultats immédiatement. Mais on l'a vu, y compris face à des régimes particulièrement violents, comme ça a été le cas au Sénégal, un peuple qui s'organise, y compris avec un système entier contre lui, peut produire des bascules. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est commencer à identifier la façon de faire d'abord, et les personnes qui à un moment donné vont avoir les compétences qui vont permettre de produire cette bascule dans tous les domaines. C'est notre responsabilité, et en fait le seul intérêt de rassemblement comme celui-ci, à part le fait de me sentir plus heureux que je n'aurais été en d'autres circonstances, c'est que vous puissiez vous voir, vous identifier, repérer les quelques RG qui sont parmi vous pour faire le même travail, et ceux qui sont avec eux, mais quelque part tenter de les séduire aussi, parce que je peux vous dire que les gens de la préfecture là, qui étaient en civil tout à l'heure, ils étaient un peu gênés. Ils étaient un peu gênés, on ne peut pas dire que dans leur fort intérieur, on les sentait très hostiles à notre égard. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont des conditions sociales finalement similaires aux nôtres. C'est des gens à qui, à un moment donné, année après année, commencent à s'interroger sur pourquoi on leur fait faire ce travail et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils n'ont pas le courage de faire cette bascule qui consiste à venir de notre côté. Et c'est à nous de leur donner ce courage. Et ce courage-là, on n'a pas pu leur donner en 2018-2019 pour une raison très simple. On n'était pas assez organisé. On n'avait pas en fait une idée assez claire de ce que l'on voulait. On savait ce que l'on voulait faire sauter. On savait ce contre quoi on s'opposait, mais si on n'est pas rentré à l'Élysée, à l'acte 3, alors qu'on était à 250 mètres et que les policiers étaient en train de reculer, c'est parce que nous avons décidé de le faire. Ou plutôt parce que nous avons décidé de ne pas le faire. Et cette décision-là, il va falloir qu'on gagne suffisamment de détermination au moment pour être en mesure, le moment venu, cette fois, de se dire on y va. On y va parce qu'on a la légitimité, parce qu'on sait pourquoi on le fait et on sait au nom de qui on va le faire. Et cette force-là, on est en train de la faire grandir peu à peu. Et c'est pour ça qu'ils s'inquiètent. Et c'est pour ça qu'ils commencent à lutter et à peu essayer de nous écraser. Donc à vous maintenant, collectivement, de commencer à gagner cette confiance, de ne pas vivre des événements comme ceux-ci, comme des effets intimidants ou comme des effets traumatisants, et de commencer en fait à faire corps et à un moment donné peut-être réfléchir aux façons de faire le pas supplémentaire qui permettra cette bascule. Ne le faites pas sans vous être organisé au préalable, ne le faites pas sans vous être protégé, ne vous sacrifiez pas, ça ne sert à rien, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'y aller seul. Par contre, il faut aller chercher auprès de soi les personnes qui sont prêtes à s'engager. Donc je vous remercie encore une fois d'être venus. Je vois qu'on a quelques camarades policiers qui nous regardent un peu au loin, mi-curieux, je ne sais pas s'ils nous entendent, je l'espère. J'espère qu'un jour, soit ils nous rejoindront, soit nous aurons à leur donner des instructions, cette fois pour protéger le peuple français. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon. Président